Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes déjà le 25 août 2021, il est 20h01. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation avant de passer la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments ou autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Aviram, je te passe la parole. Merci Joël. Avec plaisir. Bon, vous voyez la présentation et vous entendez aussi ma voix. C'est OK pour moi. Cool. Donc aujourd'hui, on va multiplier le Knowledge Seeker Workshop 394 de la semaine passée, jeudi passé. Le titre, c'est le Conseil universel prend soin de nous tous. Le conseil, Monsieur Kirsch a pris le travail et la formation du Conseil universel comme thème principal et unique, on peut dire, de sa présentation. Donc, il y a juste quelques bonnes nouvelles et après la multiplication de l'évolution de ce conseil-là. Première chose, c'était répandu probablement, vous avez reçu ça aussi, répandu dans tous les groupes reliés à la Fondation Kirsch que M. Kirsch demande d'envoyer une copie des factures d'électricité à l'adresse qui est marquée sur le diapo. Elle est aussi marquée dans la forme PDF du bulletin, info@kirsch.foundation. Et là, vous envoyez les factures d'électricité parce que la Fondation Kirsch veut maintenant bâtir un document qui montre l'efficacité des magraphes. Donc, si vous avez acheté un magraphe ou vous l'avez fabriqué vous-même, peu importe le cas, vous êtes demandé de collaborer de cette façon-là. Ensuite, après le changement de la présidence de l'Iran, la collaboration entre la Fondation Kirsch et l'État de l'Iran devient de plus en plus étroit au point que l'université la plus renommée en Iran, qui s'appelle l'Université nationale de défense de l'Iran, elle devient le centre de diffusion des sciences pour nous aussi. C'est-à-dire, la Fondation Kirsch a décidé que les enseignements et le développement de la science et technologie du plasma vont se concentrer en Iran et vont être diffusés par le même endroit. Ça veut aussi dire que nous, comme les knowledge seekers,
on va peut-être être aussi étudiant officiel de cette Université nationale de défense. Et après, vous, si ça vous tente, vous pouvez faire un diplôme ou un doctorat sur la science du plasma. Et M. Kirsch a dit à beaucoup de reprises que beaucoup d'entre nous qui suivent les enseignements et le comprennent sont en fait beaucoup plus avancés que les représentants, professeurs, docteurs ou diplômés des sciences orthodoxes. Un petit mot sur le mot défense dans le titre de cette université. Le mot, quand l'université a été fondée, je présume que le mot défense avait la signification de la défense du pays. Mais maintenant, avec la collaboration de la Fondation Kirsch, le mot défense change un peu de vocation, si on veut. Elle s'éloigne du plan militaire et elle s'en va vers le plan fondamental, c'est-à-dire de plus en plus, il va s'agir de la défense de l'existence de l'âme dans notre monde qui est trop axé sur le plan matériel. Ensuite, M. Kirsch a fait une vidéo lui-même qu'il a montré pendant la séance et une vidéo répond beaucoup à des préjugés qu'on a envers l'Iran. Si on ne s'est pas occupé ou on ne suit pas M. Kirsch dans ses enseignements, on peut probablement penser que l'Iran fait partie d'un pays assez sous-développé avec une grande population rurale qui est en pauvreté peut-être. Et de l'autre côté, un fanatisme armé qui se rallie tous les gens de ce pays-là contre l'impérialisme américain et genre États-Unis. Monsieur Kirsch, avec cette vidéo, nous a montré un centre de recherche qui est très, très grand. Donc, il y avait une voiture qui a passé à travers ce champ, ce secteur-là, qui est plein de bâtiments hypermodernes et architecturalement intéressants. C'est comme les mêmes types de bâtiments que les sièges sociaux des grandes compagnies de pharmaceutiques ou autres ont dans les pays comme les États-Unis ou l'Europe. Ici, c'est en Iran et la particularité de ces zones, ils sont réglementés par l'État et l'État ne permet pas ni de manufacture ni de commercialisation dans ce secteur-là. Donc, c'est un secteur qui est consacré purement à la recherche et le développement. Donc, c'est beaucoup plus libre et ça coïncide avec le fait que l'Iran, en comparaison avec les États-Unis, par exemple, a beaucoup moins de préjugés et donc plus d'ouverture pour des nouvelles technologies que les États-Unis avec leur école la plus grande pour l'ingénierie qui s'appelle MIT. On sait par exemple qu'il y avait deux chercheurs qui développaient, c'est même en dehors du plasma, la science du plasma, deux chercheurs qui développaient la fusion à froid. Et ils étaient comme bloqués par le MIT, ils étaient expulsés même de l'université et ils ont dû se réfugier en France, un des deux au moins. Donc, c'est pas vraiment par cette contrôle, hyper contrôle, on pourrait dire, n'est pas fait
par des motifs religieux, bien que il y a certaines voix qui disent que le MIT est le Vatican de nos jours parce qu'il se comporte de cette façon. Mais ces motifs ne sont pas autant religieux que commerciaux. Et ça donne aussi une ouverture à beaucoup de rigidité et de conservationnisme, je ne sais pas exactement, mais qu'il n'y a pas d'ouverture parce que les corporations établies ne veulent pas ne veulent pas surtout voir le grandissement de leurs revenus annuels diminuer. Donc, tout à fait un autre scénario en Iran, et parmi d'autres, c'est une raison pourquoi la Fondation Kesh a élu ce pays-là pour le centre de recherche et développement futur de la Fondation Kesh. Ensuite, le 1er et 2 octobre est fixée la cérémonie d'ouverture du centre d'exposition de la Kesh Foundation Spaceship Institute à Linz. J'ai compris que cette ouverture solennelle, elle va plus avoir une apparence privée, c'est-à-dire il y a peut-être moins d'infiltration de règlements gouvernementaux pour cet événement-là. À voir. La dernière bonne nouvelle, c'est que M. Kesh a parlé de la transition de notre humanité complètement éparpillée dans des petites nations et intérêts égoïstiques vers une humanité unie. Et il a parlé que cette transition prend déjà en avant-plan un travail sur la façon comment l'humanité s'organise. Il a mis ça sur une prédiction qu'il a faite en disant que dans les prochaines années, les États-Unis, c'est une fédération d'États et elle va se dissoudre. Elle va donc donner la liberté à tous ces États particuliers comme le Vermont, la New York, l'Oregon, la Californie, Texas et tout ça, vont devenir des pays indépendants. Et il n'y aura plus d'États-Unis en forme fédérée. Et si on regarde comment les structures centralisées dans notre monde sont faites, on comprend très bien que ce développement des structures centralisées n'est pas basé du tout sur les conditions de vie des gens qui habitent sur la planète, mais ils sont basés sur les structures de pouvoir et de l'argent. Je vais vous donner 3 exemples. Un, c'est l'établissement de l'État d'Israël qui était octroyé par les soi-disant vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont juste établi, et à cette époque, c'était déjà que le sionisme, cette fraction politique d'Israël, ils avaient déjà beaucoup d'influence sur le gouvernement américain grâce à leur large prêt d'argent. Donc, cet État d'Israël, il était octroyé à une terre dont vivaient des Israéliens, des Juifs, des Arabes en forme de Palestiniens et en forme d'autres Arabes.
Et on ne les a pas demandés. Et même dans les négociations après, les nations arabes ne participaient pas parce qu'ils trouvaient c'était pas, ils n'avaient pas un pouvoir décisionnel. Donc, pourquoi participer à une magouille qui va enlever, qui va se octroyer une structure comme abstrait seulement par le pouvoir qui n'est pas négocié sur le plan direct où les gens vivent. Le deuxième exemple, déjà avant, presque toute la colonisation des nouvelles terres ou des nouveaux mondes, comme on appelait à l'époque, par l'Espagne, Portugal, France, Allemagne et Angleterre, par l'Europe, on peut dire. Ces étapes de colonisation n'étaient, sauf pour le Québec, au début, pour juste 90 jours, c'était différent. Là, c'était basé sur la négociation entre les colons venant de la France et les Premières Nations qui habitaient déjà au Canada ou au Québec. Dans tous les autres cas, les conquistadores, les colonisateurs, sont venus avec une armée sur le plan matériel et avec une autre armée, les prêtres, sur le plan spirituel, pour asservir ou juste annecter ces mondes-là. Donc, on a juste après mis les Amérindiens dans des réserves qui semblent plus à des prisons parce que beaucoup d'entre eux étaient nomades et le nomadisme n'est pas possible dans une petite réserve. Et ils n'ont pas de mots à dire pour l'exploitation minière et agriculturelle à grande échelle, etc., etc. Troisième, ça s'est passé, j'ai entendu ça ici au Guatemala, un président dans le noir de l'histoire a vendu une grande parcelle de terrain des Mayas finalement à l'ouest du pays, au Mexique, pour acheter des armes du Mexique. Donc, ça aussi, comme montrait la guerre civile qui avait lieu dans les années 80-90 ici au Guatemala. C'était pas vraiment une guerre civile, c'était un projet d'extermination des indigènes, tout court. Parce que l'armée n'a pas recruté, l'armée ici ne consiste pas comme la politique, comme le grand commerce. Les têtes à ces organisations-là ne sont pas des indigènes qui n'ont pas un lien de sang avec le terrain où ils vivent, mais ils sont des descendants des colonisateurs espagnols de l'époque. Et on voit ça dans leur physionomie, par exemple. Donc, en somme, une nation, c'est plutôt une structure artificielle qui est établie par la force avec un seul but, le pouvoir. Et ça ne peut pas être la base sur laquelle une humanité unie se bâtit. Donc, ça prend une autre forme. Et c'est alors comment on peut devenir une seule humanité. L'image que je vous montre là, c'est une image qui parle émotionnellement exactement de quoi on peut parler. C'est deux petits enfants de différentes races qui se tiennent la main, c'est-à-dire ils n'ont aucune idée de racisme et ils regardent vers le lever du soleil et projeté dans le lever du soleil, c'est tous les continents de la Terre. Pour comprendre ça, il y a aussi une voie rationnelle ou logique. Nous sommes tous partie du corps physique du Créateur.
Donc, le côté physique, le côté matériel est très, très important pour nous. Nous sommes au fond des âmes qui utilisent un corps pour expérimenter et nous développer spirituellement dans le monde 3D, c'est-à-dire dans le monde physique. Ça veut dire notre corps est très important et que nous pouvons nous réaliser par notre corps, nous avons besoin d'un endroit physique. Et dans ce sens-là, c'est très, très important où nous vivons physiquement, parce que c'est justement cette petite parcelle-là où nous pouvons développer nos talents et redonner ce qui nous avait été donné par le Créateur pendant notre naissance. Alors, de cette manière-là, de bâtir la transition vers une seule humanité devrait être complètement locale. Et vous savez peut-être que le Conseil universel, il est basé sur des groupes linguistiques. C'est-à-dire, il y a un représentant au début, il y avait juste un représentant pour chaque langue. Jusqu'on s'est rendu compte que l'espagnol qui est parlé au Mexique n'est pas le même, ou en Amérique centrale, c'est pas le même espagnol qui est parlé en Amérique du Sud, ni le même espagnol qui est parlé en Espagne. La même chose pour l'anglais, même chose pour l'allemand, même chose pour le français et l'italien et tout ça. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, le nombre des membres du Conseil universel ont augmenté au fur et à mesure que des groupes linguistiques étaient, on pourrait les subdiviser sans créer une hiérarchie. C'est-à-dire, s'il y a, admettons, 3 représentants pour l'espagnol, un centre Amérique du Centre, un l'Amérique du Sud et le 3 l'Espagne, les deux, c'est pas l'espagnol qui va avoir précédence. Les 3 seront complètement égales et équivalents. À l'époque, j'ai postulé parce que je trouvais, à part que selon mon passeport, j'ai déjà dépassé l'âge actif du Conseil universel. Donc, dans ce sens-là, mais pour le groupe linguistique, parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de dialectes. Et moi, par exemple, je suis né dans la région de la Sarre, donc mon dialecte est le sarrois, et ce dialecte correspond à une façon de sentir, de ressentir, et aussi à une façon de penser, qui est différent dans l'Allemagne du Nord ou de l'Est ou du Sud ou whatever. Et vous savez ça de vos régions. En France, c'est la même chose. Un ch'ti, par exemple, est pas le même caractère social que quelqu'un qui vit le Midi ou à Bordeaux comme Joël. Et ça fait une différence. Et le Conseil universel est arrangé en groupe linguistique pour assurer que quand s'il y a une communication, et la communication démarre toujours sur le plan physique, c'est-à-dire avec la langue qu'on parle, quelqu'un de l'autre côté au qui on parle, il a la même langue maternelle, la chance d'être compris est beaucoup plus grande. Voilà, ça c'est la façon, une côté de la médaille et l'autre côté, pourquoi créer une humanité. Une
la création d'une seule humanité, tout d'abord, est un processus qui est à la norme, c'est-à-dire qui se fait déjà. On a parlé de les molécules et les atomes se forment, les atomes en molécules créent une âme collective de molécules. Ensuite, les molécules en cellules, on s'organise en cellules. On a acides aminés qui créent l'âme collective des acides aminés. Après, les acides aminés deviennent une cellule en créant l'âme de la cellule, les cellules en organes, les organes dans le corps, dans le système mental physique de l'homme ou des autres animaux ou des plantes. Ensuite, là, ça crée notre âme collective qui est appelée aussi l'âme de notre forme physique. Ensuite, on crée notre âme, tous les êtres vivants ont une âme collective et quand je dis toutes les âmes, les êtres vivants, c'est équivalent à dire les éléments de tous les univers, tout ce qui est en existence. Parce que la division entre vivant et non vivant, c'est une division qui est faite par les humains et qui tient pas vraiment le bout si vous regardez de plus proche. Donc, c'est un processus qui se fait dans le processus de la création globale de toute façon. Deuxième, si on vit dans une humanité qui est fractionnée dans des parties où chacune des parties suit des intérêts particuliers, le développement harmonieux de tous les membres ne peut pas être garanti. Ça, c'est seulement possible lorsque l'humanité est devenue un, c'est-à-dire le motif prédominant de cette humanité-là est justement de garantir le développement harmonieux éternel de tous les êtres. Ça inclut aussi les plantes, les minéraux et les animaux. Et ça reflète ce que nous avons appris dans la Science of Eden, que la race humaine, si on veut, les humains, toutes les autres règnes de la nature, c'est-à-dire les plantes, les animaux et les minéraux, et on peut aussi y mettre toutes les autres règnes gazeuses et liquides qu'on n'est même pas découvert. Ils dépendent de nous. Et ça fait que notre évolution détermine la leur. Un exemple très parlant, aussi longtemps que nous restons carnivores ou que nous nourrissons en tuant autres formes de vie comme des graines de riz, des plantes, etc., le monde animal ne peut pas changer non plus. Donc, on ne peut pas s'attendre que les chiens et les loups et les ours et les crocodiles et toutes les rapaces vont se nourrir des ondes cosmiques directement et arrêter de tuer pour se nourrir avant que nous l'avons fait. Donc, nous sommes la fine pointe de l'évolution et ça nous donne beaucoup de responsabilités. Justement, que si on veut que l'agneau couche avec le lion dans le même lit, ça prend que nous pouvons faire ça avant.
Et si on regarde, si on se rappelle qu'est-ce qu'on a dit sur le plan matériel avant, de cette transition de devenir une humanité, ça va juste par la reconnaissance de la réalité dans laquelle nous vivons. Et la réalité dans laquelle nous vivons est composée de toutes les règnes, inclus la nôtre. Donc, c'est les éléments de l'univers avec lesquels on a un contact direct. Sur le plan matériel, c'est très clair, mais quand on fait des pratiques de technologie évolutionnaire, notre clairvoyance se développe au fur et à mesure, ce qui fait que nous sommes capables de détecter, de nous connecter et d'interagir avec d'autres, avec de plus en plus d'éléments de l'univers. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons dans cette direction-là, nous allons voir grandir notre responsabilité. Et on va un peu parler de ça un peu plus en profondeur pendant le thème principal, le Conseil universel, parce que ça fait justement partie comment le Conseil universel travaille. Pour terminer les bonnes nouvelles, Monsieur Kesh, dans le contexte d'une seule humanité et le mouvement de la paix, le 6 juin 2022, c'est-à-dire en 6 plus 3, en 9 mois, on va avoir une journée dans laquelle un groupe d'humains vont aller à la Lune et retourner la même journée. Et cette journée, elle est particulière parce que si on regarde ça numérologiquement, et M. Kesh n'est pas porté souvent de faire allusion à cette science-là, on voit le 6 juin, c'est 6 plus 2022, c'est aussi un 6. Ça, tous les trois ensemble, ça donne un 18. Et les 18, quand on additionne le 1 au 8, ça donne le 9. Selon la mathématique de Grigory Grabovoi de la science de Eden, ça peut aussi donner un 6. Un 6, c'est l'accomplissement sur le plan matériel. Donc, ça, c'est c'est significatif pour ceux qui connaissent la numérologie. De l'autre côté, cet projet de voyage spatial sera une collaboration entre la Chine, les agences spatiales de la Chine et de l'Iran et toutes les autres qui, dans les prochains mois, on va dire, peuvent se rallier à ce mouvement-là. C'est très évident que la participation à ce projet requiert la signature du traité de la paix. De cette manière, parce que ça va être le premier événement physique à grande échelle, ça va aussi être, M. Kesh a dit ça d'une façon que les générations après nous vont se rappeler d'ici juin 2022 comme le début des désarmement mondial effectif. Dans le thème principal, il y a juste un seul thème cette fois-ci, c'est le Conseil universel et l'évolution du Conseil universel. Le Conseil, M. Kesh ou la Fondation Kesh a donné au Conseil universel le mandat
pour le moment, son mandat le plus important pour le moment, c'est l'éducation. C'est-à-dire, le Conseil universel va prendre cet domaine de tous les gouvernements dans ses propres mains pour être le point qui va organiser l'éducation de tous les humains sur la planète. Éducation, ça veut dire quoi dans le contexte? C'est très clair, c'est garantir le développement harmonieux, éternel, pas éternet, de tous les êtres. Et ça, quand on dit tous les êtres, ça nous ferme une porte qu'on pourrait prendre d'habitude de trouver, ça s'appelle spécisme, c'est-à-dire on peut, même si on est unis dans une seule humanité, on pouvait comme garder notre racisme qu'on a exercé depuis 8000 ans pour dire que oui, mais l'humanité est supérieure à toutes les autres règnes ou races qui existent. Et ça, c'est de toute évidence pas vrai parce que ça ne peut pas être vrai par le simple fait que dans la nature, il n'y a pas de hiérarchie. Même si on dit, bon, l'être humain, toutes les autres règnes dépend de l'évolution de la race humaine, ça ne veut pas dire que la race humaine est supérieure à toutes les autres races ou règnes de la nature. Donc, ça ne veut pas dire que l'humanité doit régner. C'est le contraire. Parce que tous ceux qui comprennent ça, ils vont se rendre dans un niveau où ils vont voir, waouh, quand j'ai toutes ces connaissances-là, quand je sais tout ça, que toutes les autres règnes dépendent de ma propre évolution individuelle, ça me donne pas un pouvoir, ça me donne plutôt une responsabilité. Je me sens responsable pour le développement du monde en termes de planète, en termes aussi de tout l'univers. Et ça, là, dans cette façon de penser, je suis plus dans un état de service. Je me sens au service du monde et non un dominateur du monde. Et cette transition du Conseil universel va se voir le plus directement par la plateforme de diffusion qui s'appelle One Planet, One Race, One Nation for World Peace, cette réunion a lieu toutes les mardis de la semaine. Si maintenant, au même temps que le Conseil universel prend le volet éducation globalement, il est au même temps la plateforme où on peut se diriger avec tous nos problèmes. Donc, les membres du Conseil universel vont nous prêter une oreille si on a un problème qui est difficile à résoudre. On peut s'adresser à eux pour demander de l'aide. Sur le niveau physique, ça veut dire que chaque membre du Conseil universel devient une oreille qui nous écoute avec nos problèmes. En même temps, on sait que tout le Conseil universel est structuré selon les langues
Et quand vous regardez sur Internet, par exemple, les symboles qui sont trouvés pour l'organisation ou le développement des langues humaines, on prend toujours la forme d'un arbre, comme un arbre généalogique. C'est-à-dire, il y a quelques langues mères desquelles se développent d'autres langues selon la régionalité où habitent les gens. Deuxième partie importante de l'organisation du Conseil universel sur le plan matériel, c'est que le Conseil n'est pas responsable à aucune entité autre que lui-même, c'est-à-dire sa propre âme. Et c'est aussi clair que quand les âmes vivantes, comme les membres vivants du Conseil universel, se regroupent dans un organisme qui s'appelle Conseil universel, ce ensemble de membres crée une autre âme collective, l'âme collective du Conseil universel, qui va agir et qui va faire dans une façon non hiérarchique que les intérêts de toute l'humanité seront toujours plus importants que les intérêts particuliers de chaque groupe de langue. Et ça, c'est vraiment génial, soit si on regarde la science of Eden, ou on regarde la science du plasma, c'est dans les deux pareil, qu'ils diffusent des connaissances qui nous font comprendre que dans la réalité qui est à la norme, la nature, dans la création, il n'y a pas de hiérarchie à nulle part. Même Dieu n'est pas la tête de la création. Pourquoi je dis ça? Parce que il limite son pouvoir, si on veut dire, ou son pouvoir s'arrête à la liberté absolue de l'individu. Donc, il peut juste proposer à tous les éléments qui existent dans l'univers et c'est à chaque élément d'acquiescer, d'assimiler ou de refuser. Donc, même dans la relation Dieu-monde, il n'y a pas de hiérarchie. Et je trouve qu'il faut beaucoup penser et ressentir ça parce que notre conditionnement est complètement hiérarchique. On pense que le cerveau est le gérant de notre corps physique et on pense quand on apprend la science du plasma, on peut même penser que l'âme est le directeur de l'âme de la forme physique qui est le directeur du corps. Loin, très loin de la réalité. Ça, c'est juste comme malheureux qu'on a ce conditionnement qui est vraiment à des racines très, très, très profondes. Donc, c'est difficile pour nous de changer ça, d'où vient l'importance de mettre beaucoup d'énergie à changer ça. C'est-à-dire de vraiment regarder si on regarde par exemple une fourmilière ou un essaim d'oiseaux ou de poissons ou une tribu qui vit très naturellement ou une forêt. Tous les systèmes vivants sont supposés de se auto-organiser. Et là, vous pouvez aller voir des différents organismes vivants collectifs ou votre propre corps ou votre famille ou tout ça et regardez vraiment de très proche si vous trouvez des structures hiérarchiques et pourquoi si vous les trouvez.
Et souvent, je crois, ça va arriver que on peut trouver des structures hiérarchiques, mais c'est juste notre perception qu'on superimpose sur ce qu'on voit comme interprétation. Ça ne veut pas dire que la réalité est hiérarchique, ça veut dire juste que notre pensée est hiérarchique. Et de la même façon, après, on peut aussi peut-être changer ou modifier ou alléger les structures dans lesquelles nous vivons socialement, c'est-à-dire le couple, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire le voisinage, c'est-à-dire le village, c'est-à-dire toutes les ou l'entreprise dans laquelle nous vivons, et de regarder si les structures sont hiérarchiques ou pas, et quelles possibilités que j'ai effectivement de ne pas suivre des pensées et des comportements hiérarchiques, même dans une hiérarchie comme une entreprise ou une nation. Hein? Je peux vivre dans les États-Unis, en France, je peux vivre en France qui est dirigée d'une façon centralisée par Paris depuis Napoléon. Je peux vivre dans cette structure qui est de toute évidence hiérarchique et je peux, avec une motivation de chaque geste que je fais, de ne pas suivre la hiérarchie, mais ma compréhension que ça peut aussi être compris comme un organisme vivant auquel je donne tous mes talents que j'ai reçus de lui. Même chose dans l'école. Même avec un professeur autoritaire, je peux vivre dans cette classe et je fais aucune attention au professeur dans sa croyance hiérarchique, et c'est lui le professeur, et nous avons à l'obéir, mais je peux carburer tout à fait ou me motiver par la faim et la soif d'apprendre, dont le professeur est un instrument. Et là, je ne m'occupe pas s'il veut être autoritaire ou pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai cette liberté-là. Et c'est très bon de mettre un peu notre énergie dans ce truc-là pour ne pas, pour comme nous alléger pour la transition vers une nouvelle humanité devient plus aisée pour nous aussi. Ensuite, sur le plan fondamental, ça fonctionne de la façon suivante. Un être humain physique se trouve dans une situation physique qui n'est pas à la norme. Ça, il va paraphraser cette situation-là. J'ai un problème. Donc, il prend ce problème et il parle de son problème au Conseil universel, c'est-à-dire à un autre être humain qui est incarné. Et cet autre être humain, lui prête d'abord son oreille. Et ensuite, quand il a compris c'est quoi le problème et l'envergure du problème et tout ça, il peut se mettre dans un état approprié à contrôler la réalité, c'est-à-dire dans un état de réceptivité active ou un état d'activité réceptive pour inclure dans ses pensées et dans ses ressentis son âme, son propre âme. Quand il inclut sa propre âme, il inclut au même temps l'âme du Créateur et toutes les âmes.
Donc, il est sur un autre niveau, une autre fréquence, on peut dire. Et à ce moment-là, il peut employer des technologies évolutionnaires qui sont beaucoup divulguées par la science de Eden pour avoir une influence positive et constructive sur la réalité. Et à ce moment-là, il va comme donner, si on veut, un feedback à celui qui l'est approché avec son problème, mais il n'a pas besoin de l'appeler par téléphone pour lui donner une réponse. Il ne veut pas faire ça même. Parce que son aide ne consiste pas à trouver une solution à la place de la personne, mais d'aider ou de mettre cette personne qui est dans un problème, de l'aider que cette personne peut trouver sa propre solution à son propre problème. C'est-à-dire, le feedback se fait sur le niveau de l'âme. Au même temps, si vous avez déjà fait ou pratiqué des pratiques de Grigory Grabovoi, qui s'appelle les technologies évolutionnaires, si vous avez déjà fait, vous savez que vous pouvez influer sur la réalité directement. C'est-à-dire non seulement vous habiliter la personne qui a le problème plus à trouver sa propre réponse, au même temps, vous faites plus, vous déjà influez sur cette réalité qui est problématique. Vous influez également sur la perception de la personne qui vit dans cette situation problématique et tous les autres. Et finalement, l'image en bas à droite, vous influez aussi directement, au même temps, simultanément, sur la conscience collective qui est probablement à la source du problème. Donc, vous, comme je dis vous, pour le moment, le membre du Conseil universel, il agit sur tous les niveaux simultanément. Sauf, il ne va pas agir directement sur le plan matériel parce que ce n'est pas sa job. Parce qu'il veut justement éviter des structures hiérarchiques. Il ne veut pas être un colonisateur ou un impérialiste. Il ne veut donc pas octroyer sa propre façon de penser qui peut être non structurée et faussée aussi. Hein? Il peut, s'il il irait sur le plan matériel pour donner des conseils, il peut se tromper, c'est un être humain. Pour éviter ça, il ne va pas là. Et c'est pas sa job non plus. Parce que les membres du Conseil universel sont liés et travaillent entièrement et seulement sur le plan fondamental, c'est-à-dire sur le plan de l'âme. Et quand on aide quelqu'un, on lui rendre plus de pouvoir individuel, qu'il puisse trouver sa propre solution, ça fait on aide cette personne en évoluant. Néanmoins, cette personne toujours peut dire « Ah non, merci. J'aime plus regarder la télévision avec tous les films hiérarchiques. Et j'aime mon gouvernement, donc je veux juste me plaindre. Je me suis plaint, ça va bien. La solution, je
j'ai posé la même question à mon gouvernement que j'ai posé à mon membre du Conseil universel. Et parce que le Conseil universel, il me donne pas des conseils pratiques, il m'aide pas. Vous comprenez, hein? Alors, je vais attendre que le gouvernement que j'ai adressé la même problématique, si lui, il va me répondre comme mon élu à moi. Mon élu à moi, ouais. Donc, la liberté individuelle reste non touchée. C'est-à-dire, et cette liberté fait aussi que même l'aide qui est apportée par le membre du Conseil universel avec tout son enthousiasme, avec toute son intégrité, ça se peut que cette aide n'est pas reçue par le mental de la personne, client si on veut, parce qu'il n'est pas dans un état de comprendre ça. Il ne peut, comme tout le monde, peut juste prendre ce qu'il peut selon son intelligence, comme dit M. Kesh, ou selon ses conditions, qui dit Aviram. Parce que si on dit selon son intelligence, c'est vrai, mais c'est un peu provoquant, hein? Parce que si je dis, peux vous enseigner comment ça fonctionne avec le Conseil universel, mais si vous trouvez, vous comprenez pas tout à fait pour l'utiliser comme il faut, ben, je m'excuse, mais vous êtes pas très intelligent. C'est vrai, mais c'est pas très gentil de le dire. Et on pense même pas comme ça. On pense plutôt, nous ne sommes pas là pour convaincre personne, nous sommes là pour multiplier les connaissances et chacun prend les connaissances selon ce qu'il peut et veut. Peut et veut. OK? Si on regarde ça un peu de plus proche, alors ce qu'on a déjà trouvé que cette façon de travailler du Conseil universel conserve la liberté absolue. Elle est absolue, non négociable. C'est-à-dire, si je donne un peu de ma liberté à un gouvernement, c'est moi qui donne. C'est pas le gouvernement qui prend, parce que le gouvernement ne peut pas prendre. Comme le pass sanitaire. Maintenant, j'ai eu un appel d'un ami au Québec ce matin. Il a dit, j'ai besoin de l'aide parce que je dois me vacciner. J'ai dit, tu dois te vacciner? Il dit, oui, je dois parce que c'est pas obligatoire. Personne va en prison quand il ne va pas se vacciner. Mais ma fille se marie. Et à partir du 1er octobre au Québec, le pass vaccinaire le passeport vaccinaire est obligatoire pour aller à l'église, pour aller dans un restaurant où la fille va célébrer faire la fête pour son mariage, etc. En plus, si c'est dans une autre région, je dois peut-être prendre un avion ou un bus. Et à ce moment-là, j'ai besoin, ou un bateau, j'ai besoin aussi un pass sanitaire. Et là, il ne veut pas se faire vacciner parce qu'il a beaucoup écouté des histoires d'horreur. Qu'est-ce qui arrive quand on prend les vaccins? Qu'on peut être plein de thrombose et mourir d'une crise cardiaque ou d'insuffisance pulmonaire ou autre chose, donc on va mourir. Hein? Et d'autres disent, oui, on va mourir, tout est mortel, mais seulement après 5 ans.
Alors, ça veut dire le gouvernement fait un deal. Ils ne peuvent pas octroyer, ils peuvent pas comme deux policiers vous retiennent et pour une infirmière peut par force vous donner un vaccin. C'est pas comme ça. Ils mettent des appâts. Ils disent, oh, si vous voulez combler vos désirs, vous devez avoir accepté le passeport sanitaire. Et on peut dire non merci. On peut par exemple dire à sa fille, ma chère fille, je n'ai pas envie de me faire vacciner, tu comprends? Oui, papa, je comprends. Je ne te connais pas depuis hier. Oui, oui, c'est ça. Et donc, je ne vais pas à l'église. De toute façon, l'église et la mairie, c'est des organismes qui ne me réjouissent pas. Oui, papa, je comprends ça aussi. Moi non plus, mais ok, ma fille. Alors, j'y vais pas à l'église ni à la mairie parce que ce type de mariage, c'est pour moi pas un mariage. Oui, je comprends, papa. Le restaurant, peut-être je peux t'inviter chez nous de faire ta célébration avec peut-être pas 125 personnes et invités, mais juste 7 ou 8. Comme ça va être joli, ça va être en cercle de la petite famille et avec juste des amis vraiment super proches et tout ça. Si tu es prêt à ça, j'ai plus de problème parce que autrement, je pourrais pas venir au restaurant non plus, ma chérie. Et la chérie va dire, mais si j'y pense, j'ai plus envie aussi de faire ça dans un petit cercle et le grand cercle, on va se reprendre quand le pass sanitaire a passé. Donc, voilà, ça pour la possibilité de l'emprise du gouvernement. De toute façon, depuis la Deuxième Guerre mondiale, même les règlements du gouvernement sont des offres commerciales que vous pouvez peut-être pas refuser, c'est mal poli, parce que c'est des offres quand même, mais vous pouvez les accepter sous condition. Par exemple, vous pouvez dire merci beaucoup pour votre offre de me vacciner. Je serai très heureux d'accepter votre offre sous condition que vous me prouvez sans aucun doute qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et le personnel qui va administrer ce vaccin-là, les deux vaccins ou plus, sont vaccinés eux aussi. En fait, tout le personnel de la clinique où je vais me faire administrer votre offre si généreuse doivent être vaccinés, selon moi. Là, bon. Et j'aimerais ça pas écrit. Si vous savez, juste pour envoyer de l'argent de Canada à Guatemala, qu'est-ce que ça prend comme procédure pas écrit aujourd'hui? Juste avoir cette affirmation volontaire du personnel est vraiment pas compliqué. Deuxième point, l'efficacité du Conseil universel effectivement dépend de la structuration du mental du membre du Conseil universel ainsi que du client, si on veut, celui qui pose la question ou pose le problème au Conseil universel. Donc, ça, c'est les limitations. Le plus, là, vous pensez la même chose, hein? Que le plus que le client qui pose le problème a un mental structuré, de moins il va être porté à
poser son problème devant le Conseil universel parce que il peut faire les pratiques pour influer sur la réalité lui-même et toute sa famille et tous ses amis aussi. Troisième point, là, l'efficacité du Conseil universel et de son travail augmente avec le nombre de personnes affectées au même temps. Ça, c'est très évident parce que, admettons, vous vivez au Québec et vous trouvez la situation du pass sanitaire à partir du 1er octobre insupportable et difficile à vivre. Donc, c'est clairement une situation qui n'est pas à la norme. Alors, vous proposez ça. C'est pas juste vous qui souffrent de cette mesure gouvernementale, c'est plein de gens. Donc, toutes ces plein de gens, énergétiquement, font partie, ils ont comme la même structure magnétique, le même champ magnétique, ils émettent le même champ magnétique par rapport à cette situation-là. Et vous savez que tous les champs magnétiques similaires vont interagir. C'est-à-dire, ils donnent leur énergie au même endroit. Et cette énergie, donc la personne qui pose son problème devant le Conseil universel, il va devenir comme un entonnoir par lequel arrivent toutes sortes de champs magnétiques et qui sont des énergies qui passent à travers cet entonnoir vers le membre du Conseil universel, c'est-à-dire vers l'âme. C'est-à-dire, ça, non seulement ça pourrait être perçu et ressenti par la personne qui pose la question, il va dire à ses amis, mais tu sais pas quoi, j'ai posé, effectivement, je me suis déterminé, j'ai pris le téléphone ou le courriel et j'ai appelé mon représentant dans le Conseil universel, je lui ai raconté mon problème et le moment que je raconte et je raccroche, j'ai comme un boost d'énergie et je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, maintenant on comprend d'où ça vient. Et à ce moment-là, c'est aussi cette énergie-là, elle est canalisée vers l'âme. Non seulement l'âme du membre du Conseil universel, mais aussi à l'âme de tous les gens qui sont prêts. Et quand on donne, qui émettent les mêmes ondes mentales, on peut dire, qui ont le même problème. Donc, il donne tout le monde, dans cet instant, donne par défaut, parce qu'il ne s'adresse pas au gouvernement, mais au Conseil universel qui travaille sur le niveau de l'âme, ce qui est connu. Cette connaissance fait que cette énergie plus facilement est transférée sur le niveau de l'âme. C'est-à-dire, proportionnellement, l'âme devient plus fort par rapport au mental. Et ça veut déjà dire que la réalité est déjà en train de se réorganiser. Donc, c'est comme une loi naturelle. On n'a même pas besoin, comme dans les pétitions et autres choses, on n'a pas besoin de rallier sur le plan matériel les gens avec le même topo ou le même problème. Non, on a juste à poser son problème et on devient clairement entonnoir si on le fait pas seulement pour soi-même, mais pour toutes les autres qui vivent dans la même situation.
Ça peut aussi être des gens en Afrique, ça peut être des gens qui doivent vivre n'importe où et qui ont besoin d'un pass sanitaire pour continuer à travailler dans l'emploi qu'ils ont. Hein? Par exemple, j'ai entendu dire que de toute évidence, le gouvernement du Québec, tout le secteur public, c'est-à-dire les écoles, tout le secteur public, les municipalités, le gouvernement, le militaire, les hôpitaux, tout ce qui est public, tous les gens qui travaillent là seront obligés d'avoir le pass sanitaire. C'est-à-dire aussi tous les ministres, tous les présidents et tout ça. On va bien voir ça, hein? Oui. Donc, là, on avait plusieurs points pivots où on a vu effectivement le plus que j'apprends les connaissances de la science des Éden et de la science du plasma, ça change ma responsabilité. Parce que l'exemple avec j'ai pas le pass sanitaire, je vis au Québec, cet exemple qu'on a pris, si j'ai compris comment ça fonctionne, je peux, par cette connaissance, je me sens porté à faire cette démarche-là, non seulement pour moi, mais pour toutes les autres au même temps. Et c'est pas plus d'effort, c'est juste un élargissement de ma perspective qui fait ça. Et en plus, j'ai beaucoup plus de plaisir et de plaisir si je fais cette démarche-là pour toutes les autres, s'ils sont ralliés ou pas. Ils n'ont même pas besoin de se rallier. Juste, j'aime pas voir quelqu'un souffrir. Et si je connais maintenant une méthode, comment enlever la souffrance globalement, sans de faire sur le plan matériel cas par cas, je fais ça globalement, j'influe globalement sur la réalité, ben, je me sens mieux, c'est plus facile, c'est plus le fun de le faire. Et ça change mon positionnement. Avant, j'étais juste un Jean-Jacques Tremblay dans la foule de tous les Québécois. Et maintenant, parce que je comprends comment certaines choses fonctionnent, je suis dans une position beaucoup plus haut, on peut dire, beaucoup plus vers l'âme, où je peux traiter plus d'informations dans moins de temps. Donc, je peux être un entonnoir, comme on a dit avant, ou un canal. Et à la limite, si on a compris tout ça, on pourrait même déjà maintenant penser, ben, en fait, quand je soumets mon problème, qui est le problème de toutes les autres, au Conseil universel, je fais exactement la même chose que tous les membres du Conseil universel. Donc, je suis membre du Conseil universel de facto. Et de facto, dans ce sens, ça ne veut pas dire grâce à ma capacité illimitée d'abus de pouvoir, mais ça veut dire parce que j'ai acquiert, parce que je suis les enseignements et les multiplications, j'ai acquis plein de connaissances qui m'habilitent à prendre cette position pour les autres aussi. Donc, j'agis dans cette situation en tant que membre de l'humanité unie. J'agis, en autres mots, en tant qu'humanité.
Et ça veut dire, dans cette situation-là, une humanité s'est déjà établie, même pratiquement en chair, en os, par moi-même. C'est génial, hein? Donc, Monsieur Kesh résume tout ça. Les membres du Conseil universel sont devenus des serviteurs de l'humanité, pas comme les gouvernements, des serviteurs du Créateur, parce que l'humanité est complètement à la norme et l'âme de l'humanité est effectivement part et partie de l'âme du Créateur, est partie du Créateur. Leur service est inconditionnel, c'est clair, parce que sur le niveau de l'âme, tout est inconditionnel. Même pas besoin de faire un effort pour être inconditionnel. Et offert de la plus belle des manières, justement en soutenant l'âme de l'être humain. Cela permet, et ça c'est l'aide que le membre du Conseil universel apporte, cette aide est qu'elle permet à tous de vivre de la façon la plus correcte, ce qui est tout simplement la plus belle façon de vivre. Si vous comprenez vraiment comment fonctionne le Conseil universel, et nous tous, on a compris ça, sinon jeudi passé, mais peut-être maintenant, vous verrez qu'en vérité, chacun d'entre nous en deviendra membre. Juste parce qu'on comprend et notre compréhension est assimilée, elle nous a changé et elle nous met dans une autre position, c'est-à-dire nous avons changé. Nous sommes le changement lequel nous voulons voir dans le monde. C'est génial, hein? Et ça ne prend pas un effort. Ici, sur cette planète, mais aussi lors de nos voyages dans l'univers, où que nous allions, nous serons automatiquement les ambassadeurs de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on est déjà cette humanité. Par nos actions, on a vécu, on a comme prouvé ou matérialisé l'amour universel, l'amour du Créateur sous sa forme matérielle sur cette planète-là. Nous avons préparé les âmes des chefs religieux et politiques et c'est maintenant à vous de les soutenir avec votre âme et amour pour faire du processus de la paix une réalité physique. Donc, petit conseil entre Aviram et Aviram, arrête d'écouter les messages diffusés sur les réseaux publics. Regarde qui a besoin de l'aide et aide et apporte cette aide tout de suite sur le plan fondamental, c'est-à-dire sur le plan niveau de l'âme. Et le plus simple de le faire ça, c'est d'imaginer la situation problématique, non problématique. Quelqu'un parle d'un problème où je ressens un problème. J'arrête de ruminer le problème ou de multiplier le problème. Je reformule le problème, le ex-problème. Donc, je reformule dans une situation où tout est à la norme, où tout fonctionne bien, où cette situation qui était auparavant problématique, maintenant est conducteur du bonheur et du développement harmonieux éternel. Et c'est moins de travail parce que j'ai rien à faire sur le plan matériel. C'est ça le plus génial. Je peux rester dans ma chaise longue au soleil avec mon daiquiri
avec une paille et des glaçons et regarder les oiseaux, les belles femmes, les belles hommes et les oiseaux et les enfants qui jouent et le lever du soleil, le coucher du soleil. J'ai rien d'autre à faire. Hein? Oui, avec cette belle vision, mes amis et amours, je vous dis le grand merci, grazie, thank you et gracias, dankeschön à votre aide qui m'a fait voler aujourd'hui, qui a fait voler notre multiplication, qui est une collaboration non hiérarchique. C'est pas parce qu'Aviram parle tout le temps que c'est lui qui mène la patente. Pas du tout. Aviram, il sent que toutes les Joël et les Sylviane, même si elles participent pas, les Hélène, les Grégory, les Jean-Sébastien, les Paolo, les Nancy, Andrea et les Catherine et les Ekaterina et les Yves et les Gilles et tout le monde consacre leur amour et leur attention à changer la conscience collective pendant cette 1 heure et demie et ailleurs dans notre journée et dans notre nuit. Et le processus se fait même quand l'émission est terminée, vous vous couchez dans la nuit, votre âme continue à avoir du plaisir fou à changer la conscience collective. Merci beaucoup de votre co-multiplication et je vous laisse le microphone pour vos commentaires et les suggestions s'il y a.